Bonjour à toutes et tous et merci de me rejoindre dans ce Smart and Strong podcast épisode 15. Alors pour ce podcast je serai seul, mais c'est du coup l'occasion de répondre à une petite Q&A et vous faire quelques petites updates. Alors ça fait déjà un petit temps depuis le dernier épisode à nouveau, je vous promets que je travaille sur une sortie un peu plus récente, j'ai également essayé d'update le son, l'image, j'espère que ça se verra, j'espère que ça s'entendra. Et l'idée va vraiment du coup être de vous permettre d'avoir du contenu de qualité. J'ai également prévu d'avoir des invités. Je vous tiendrai très prochainement au courant de ces informations-là. Je travaille du coup sur plusieurs petits podcasts en ce moment et j'ai vraiment hâte de vous sortir cela avec du contenu bien évidemment toujours de qualité. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire quelques petites updates sur ma vie et le premier c'est que depuis le dernier épisode du podcast il y a eu pas mal de changements. Notamment en ce qui me concerne et à mon emploi du temps. Donc depuis lors, je suis engagé à mi-temps en tant qu'employé, en tant que kiné, et je travaille vraiment en tant qu'animateur / éducateur sportif et kiné. Je dispense aussi donc l'activité physique adaptée et des soins de kiné avec une population de toxicomanes. Un rôle, une position assez unique et quelque chose qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Donc franchement quelque chose qui me plaît énormément. C'est un challenge parce que c'est pas forcément des populations toujours évidentes. Il y a beaucoup de défis, c'est très prenant. Et notamment, les défis que je rencontre, c'est notamment lié aux habitudes, elles sont liées au travail des habitudes de vie, travailler dans un cadre institutionnel particulier, parce qu'il faut savoir que c'est pas comme un hôpital, c'est pas comme d'autres. Toutes les autres institutions, c'est vraiment particulier. Je dois gérer pas mal de douleurs chroniques, il y a beaucoup de fausses croyances, mais c'est vraiment un travail qui est très intéressant. Ce sont aussi des personnes qui n'ont pas toujours la meilleure hygiène de vie, qui n'ont pas toujours eu les meilleures habitudes de vie, et c'est du coup hyper intéressant, et c'est vraiment hyper kiffant. Du coup, ça, c'était parmi la plus grosse update. Ici, mais je répondrai à ça dans les questions, il y a aussi de bonnes nouvelles, peut-être, à venir. Et ici, je suis également parti coacher le mois dernier au championnat d'Europe junior. J'ai pu gérer de très beaux matchs. J'ai aussi participé au championnat de Belgique, mais l'information n'a pas dû t'échapper, où j'ai terminé deuxième en moins de 120. Du coup, les choses se passent très bien. Je pense que sur le plan professionnel, on est sur un bon tournant. La fonderie tourne mieux que jamais. Du coup il y a eu ce mi-temps là et puis les coachings se passent toujours très bien, donc voilà, peut-être aussi pour ça que les podcasts ont eu un peu plus de mal à sortir, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier, un peu plus rigoureux. Je promets pas encore qu'il y aura un podcast toutes les semaines, mais on va essayer d'en sortir régulièrement 1 à 2 par mois. Ce serait un rythme qui me conviendrait et que j'essaierai de maintenir. Cela étant dit, du coup je reviens sur la petite Q&A que j'ai réalisée il y a un peu moins de 2 semaines, ou à peu près 2 semaines, à peu près. J'ai pris le temps d'y répondre, mais c'était vraiment kiffant. Et du coup, voilà. Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, j'ai reçu une question de Alain qui m'a demandé quel avenir pour la fonderie. Alors, tu es déjà probablement au courant de la fermeture de la Red Zone qui devrait probablement arriver prochainement, donc d'ici un petit mois. Et forcément, on s'inquiète et on s'interroge sur la viabilité du projet. Donc ça, c'est la première chose. On n'est jamais content d'apprendre qu'une autre salle qui va se nicher un peu de la même manière que nous va fermer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu effrayant d'une certaine manière. Cela dit, en ouvrant la fonderie, on a souhaité minimiser les risques. On avait déjà pas mal de matériel. On a réinvesti progressivement pour éviter les frais très importants. Et donc on n'est peut-être pas exactement dans la même situation. On n'est pas dans une situation où on a un loyer qui est exorbitant. On n'est pas dans une situation où on perd chaque mois énormément d'argent avec ce projet. Donc voilà, on s'est même permis dernièrement de réinvestir du matériel pour en citer quelques-uns, mais on a acheté du matériel, j'ai personnellement réinvesti dans du matériel powerlifting avec des barres spécialisées comme une cambered bar, des chaînes, des blocs, et ici, il y a quelques jours, il y a déjà une petite semaine, j'ai racheté quand même une bonne centaine de poids de calibrés. Donc ici, on commence tout doucement à avoir un peu plus de matériel. Et on commence à être un petit peu à l'étroit. Donc ici, l'idée, on commence à regarder pour peut-être des locaux un peu plus grands, plus importants. L'idée de potentiellement agrandir. Donc ici, on est en recherche. On cherche des locaux plus grands avec un loyer de toute façon qui soit toujours accessible.
Alexandre, il a aussi réalisé quelques investissements supplémentaires. Il a acheté une barre de compétition, une barre de traction de compétition. Donc, on voudrait tout réunir au même endroit, mais ici, on n'a pas encore la capacité, puisqu'on a vraiment refait des investissements. Et pour moi, l'idée serait vraiment de développer le strongman. J'ai vraiment envie de reprendre un peu plus le strongman, d'avoir un moment, un local dans lequel on puisse vraiment pratiquer cela. Et également un petit peu d'haltérophilie. C'est vraiment une pratique que j'adore, qui me manque un petit peu. J'ai envie de pouvoir avoir un peu plus de coaching en présentiel, notamment vis-à-vis de ça, potentiellement ramener vers des cours collectifs. Et du coup, j'ai vraiment envie qu'on développe la fonderie comme étant la mecque des sports de force en Wallonie. Et on verra si c'est envisageable. Mais du coup, l'idée est d'agrandir. Mais ça va grandement dépendre du marché de l'immobilier dans les prochains mois, de notre capacité de négociation et de notre capacité d'investissement. Donc il faut encore que la conjoncture économique se passe bien. Si certaines personnes ont envie de soutenir le projet, il ne faut jamais hésiter. On va peut-être se mettre, si on réagrandit, on va probablement se mettre à la recherche de partenaires, potentiellement de sponsors ou ce genre de choses. Donc on va peut-être potentiellement viser beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 excitant et ça redonne un certain regain. Parce que c'est vrai qu'on a eu, comme je l'ai expliqué dans le précédent podcast, on a eu un départ un peu rock'n'roll, pas les meilleurs débuts pour ainsi dire, et ça a été un petit peu stressant. Cela dit, on a essayé de faire un peu de pub sur les réseaux, on a essayé de changer un peu notre fusil d'épaule vis-à-vis de certaines choses, petite remise en question, on a essayé de viser, de peut-être se nicher différemment. Et potentiellement de refaire des investissements aussi, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on rend à la communauté. Et puis c'est maintenant qu'on le rend un petit peu, qu'on se rend compte qu'il a peut-être envie de rendre un petit peu plus, de pouvoir réinvestir d'autant plus, et potentiellement de se rendre compte que on répond peut-être pas aux besoins et aux demandes de certains athlètes, notamment parce que l'espace, parce que c'est pas forcément évident de s'y entraîner. Et on a eu un peu cette épiphanie il y a quelques semaines où on s'est retrouvé avec plusieurs athlètes et j'étais ouf, je dois bien m'entraîner, mais j'ai pas la capacité. Est-ce que c'est pas quelque chose qui freine d'une certaine manière les athlètes de se dire, et on a eu un contact avec quelqu'un, comment je vais savoir si j'ai l'occasion de m'entraîner en fait? Il faut venir, il faut être prêt à partager le matériel, mais du coup de là il y a un peu la réflexion de se dire, et si on agrandissait en fait? Et plus on y pense, plus c'est quelque chose qui donne envie. Et ici, j'ai des coachés qui travaillent également sur des projets de salle. Et putain, que ça donne envie d'agrandir et de voir ça. Puis, je sais pas si vous êtes au courant, mais Nico, mindfits.be, il va ouvrir sa salle du côté de Lessines. Et ça a donné aussi un peu une effervescence. Le fait de se dire, j'ai l'envie de réinvestir et de développer en fait une salle un petit peu plus grande. Et voilà. Alors, il y a eu un peu ce stress avec effectivement un petit peu, comme je dirais, la red zone. Mais voilà, c'est pas parce que leur projet a se clôture que ce sera le cas pour le nôtre. On peut faire les choses différemment, on fera les choses différemment et on espère juste qu'on sera un peu plus viable et voilà. Mais en attendant, du coup, on cherche à développer le strongman, l'haltérophilie dans un nouveau local plus grand, on ne sait pas encore, on cherche, on se met en recherche et dépendant du marché immobilier, s'il nous le permet, on s'exportera toujours dans la région de Charleroi, mais on se déplacera et on verra bien où ça peut nous amener. Et en attendant, faut qu'on trouve un petit peu d'argent, réaliser quelques investissements, et ça, ce sera la chose la plus exciting, pour ainsi dire. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Alain, et en tout cas, on est super excités. Alors, seconde question de Mathieu. Comment se passe le coaching avec Zach Robinson? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à travailler avec Zach début août. Et je vais le dire, ça se passe très, 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 très bien. On vient de terminer le premier bloc post-Nationals. Je vais revenir un petit peu dessus dans quelques instants. Mais n'hésite pas à aller regarder la vidéo, celle où tu peux voir que j'ai fini vice-champion de Belgique en moins de 120 kg. J'aborde déjà certains points, mais globalement, la collaboration, en fait, elle a été super fructueuse jusqu'à présent. Surtout si je dois dire, du coup, début août, on est à 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'octobre, on est à la fin de notre 4e mois ensemble, donc au bout de 7 semaines. J'ai jamais autant progressé sur 16 semaines, sur les aspects techniques, capacité de travail, développement de la masse musculaire et performance sur 16 semaines en ayant... Donc voilà, le changement s'opère. Enfin, j'ai vraiment le sentiment ici, sur le plan physique, d'avoir réévolué. La composition corporelle est bien meilleure qu'il y a quelques mois. Donc j'ai réussi à remonter à un poids de forme autour de 112-113 kg.
pour ainsi dire, mais par exemple avec un trou de ceinture plus serré que la dernière fois que j'ai atteint ce poids-là. Du coup, ça veut dire potentiellement moins de graisse abdominale, mais pour un même poids, et potentiellement plus de masse musculaire. Je le vois dans les t-shirts, je le vois aussi avec certains amis, certains membres de la famille qui remarquent un petit peu cela. Donc, franchement, de très, 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 très bonnes choses. Je suis de manière très content en fait du coaching pour différentes raisons, parce qu'il vient avec pas mal de propositions et d'idées nouvelles. On a aussi l'occasion d'énormément échanger sur les choix réalisés, et il écoute aussi certaines de mes propositions, donc on est vraiment dans un cadre très collaboratif, même partenarial. Donc ça j'adore, c'est hyper développé et ça j'aime beaucoup. J'aime aussi le fait que ces décisions soient motivées par une approche long terme de l'entraînement. On sacrifie parfois un petit peu de spécificité et les résultats immédiats, mais pour penser à long terme. Et je trouve que c'est toujours quelque chose que moi personnellement j'ai essayé de mettre en avant dans mes coachings aussi. Mais je remarque, et ça a été aussi quelque chose qui est difficile quand je travaille avec des athlètes un peu plus jeunes, c'est que je remarque qu'ils sont très peu réceptifs à cette approche. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir sur mon approche aussi de l'entraînement, sur est-ce que je devrais pas répondre un peu plus à cette demande, mais j'ai toujours un peu le sentiment que c'est it doesn't feel right. Et quand je vois ce genre d'approche ici, je me dis, en fait, ça me conforte un petit peu dans mon idée de, écoute, on n'a pas besoin d'être ultra spécifique tout le temps, on peut avoir des moments où on est un peu moins focus, on priorise d'autres choses et on construit. Et je remarque que pour beaucoup de jeunes athlètes, c'est quelque chose qui leur plaît pas, en fait. Ils ont le sentiment, oui, je maximise pas mon taux de progression à cet instant T, mais j'ai toujours le sentiment que c'est la bonne chose à faire sur le long terme. Donc voilà, ici je repars vraiment avec une très 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 bonne progression, alors que beaucoup pourraient me considérer comme quelqu'un d'avancé, comme quelqu'un avec un certain niveau, et que du coup les gains vont être beaucoup plus difficiles à obtenir. Mais il ne semblerait pas que ça ait été le cas, comme peut en attester le 275 x 4 en squat de cette semaine, le 160 x 5 en bench et le 277,5 x 4 en deadlift. Donc on est vraiment sur des all-time PRs, un mois après une compétition, ce qui arrive jamais, pour ainsi dire. J'ai toujours la tendance à être super éclaté, super cassé après mes compétitions, et ici ça n'a pas été le cas, donc voilà. Et voilà, et pour revenir un peu sur cette approche un chouïa peut-être moins spécifique, je remarque aussi en fait que cette approche permet à coup sûr d'atteindre les objectifs qui sont fixés aussi, mais quelques mois plus tôt. Alors on va se donner un timelapse qui va être plus long souvent, mais on fonctionne avec vraiment construire une base, développer une capacité de travail, adapter la technique, et puis on progresse là-dessus. Et je sais que certaines personnes n'ont pas envie parfois de déconstruire certains acquis pour reconstruire dessus. Et en tout cas, ici, ça fonctionne très bien. On a décidé d'incorporer du travail en sumo, chose que je n'ai jamais faite. Et ici, je termine le bloc avec 2 semaines successives où j'ai deadlifté 220 x 6 en sumo. Donc ma meilleure barre avant ce bloc en sumo, je pense que ça devait être 200 pour une rep. Donc voilà. Comme je l'expliquais, la masse musculaire est au plus haut. Le bench, cette semaine, j'ai benché au minimum 160 kg tous les jours de la semaine. Sauf ouais, à peu près, c'est ça. Donc la baseline est sky high. Je kiffe ma race, pour ainsi dire. J'ai rarement été aussi motivé à l'entraînement, et voilà. Alors, comme je le dis, je contrôle aussi un peu plus de facteurs vis-à-vis de ma vie. Donc aussi, ça aide énormément, et franchement, j'ai hâte de voir le prochain bloc que je devrais recevoir ici dans quelques instants. Donc je kiffe. Alors, troisième question. Question de Louis, qui me pose comme question comme quel est le plus gros challenge que tu rencontres avec tes patients? Alors, à savoir que je travaille avec une population de toxicomanes, je fais aussi de la consultance en pain and rehab, et donc ça va être plutôt un peu plus orienté dans un premier temps, peut-être vis-à-vis de la population avec laquelle je travaille, mais c'est valable en fait avec tout le monde. Il y a juste certains traits qui sont exacerbés quand je travaille avec cette population toxicomanes, mais c'est à peu près réel pour tous, et c'est aussi des choses que j'ai pu voir en tant que coach. Donc globalement, je dirais que c'est à peu près les mêmes choses. J'ai en tête 3 choses. La première, c'est qu'il y a énormément de fausses croyances, que ce soit avec les patients. Je pense que malheureusement, je vais pas me faire beaucoup de copains en disant ça, mais que les médecins, ils sont encore ils sont pour beaucoup, notamment vis-à-vis de la kiné. Ici, je travaille dans le centre dans lequel je travaille, et même ma copine qui est médecin. En fait, le rôle du kiné est peu compris par les autres professions médicales ou paramédicales, et du coup, ils ne savent pas trop quel est notre spectre de pratique, et ça amène souvent en fait à penser qu'en fait le kiné, en fait on fait des massages et de la kiné antalgique. Si on pouvait réellement faire de la kiné antalgique qui résout les problèmes de douleur, ce serait génial. Malheureusement, c'est pas le cas, mais
voilà, donc j'ai envie de dire, il y a ces fausses croyances du patient, pensant qu'on va pouvoir tout résoudre très facilement, que c'est pas forcément très grave, que l'exercice ne va pas les aider, qu'ils ont juste besoin de massage ou juste de repos. Donc voilà, c'est même pas ce qui est pire pour ainsi dire, c'est que parfois il y a aussi la kinésiophobie, le fait que avoir certaines postures, c'est mauvais, le fait tiens j'ai mal donc je dois vraiment pas faire d'activité physique, c'est des choses que moi j'entends régulièrement. Le fait aussi, bah voilà, j'ai subi une opération, on m'a mis des barres, des plaques ou quoi que ce soit, donc et le médecin m'a dit pas de sport, juste en périopératoire, ce qui est logique d'une certaine manière. On veut protéger la personne, il faut qu'il y ait un temps de consolidation, certaines choses, mais en fait, le conseil n'a jamais été réévalué. On n'a jamais dit aux personnes, bah en fait, si, maintenant qu'on est à 1 an ou plus ou moins, bah dans certains cas, vous pouvez reprendre l'activité physique. Elle doit être adaptée, mais vous pouvez reprendre. Vous ne pouvez peut-être pas tout faire, mais ça, c'est des conseils qui ne sont pas donnés et qui contribuent à entretenir de fausses croyances. Et vous savez, les arguments d'autorité, les halo effects, bah, font en sorte que le médecin passe toujours avant le kiné en termes de croyances, enfin de conseils. Donc on est un petit peu moins écouté. Donc ça, c'est un des gros challenges, mais c'est plutôt l'aspect fausse croyance qui est propagé. Alors, il y a des médecins qui font du très 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 bon travail, il faut le dire, mais je pense qu'aussi c'est lié au fait que les médecins n'ont pas toujours le temps de prendre le temps de faire de l'éducation thérapeutique avec les patients. C'est un truc que j'entends régulièrement aussi de certains médecins, et du coup je comprends que ce soit pas évident, mais du coup on se retrouve parfois avec des patients qui ont du coup beaucoup de fausses croyances de ce côté-là. Ensuite, c'est beaucoup les attentes démesurées. Pour beaucoup, certains pensent qu'en fait, en 1 ou 2 séances, et c'est le cas parfois, on peut résoudre des problèmes chroniques qui sont là depuis plusieurs années. On voudrait que ce soit le cas, pour être honnête, ça pourrait être tellement chouette de pouvoir juste d'un claquement de doigts résoudre certains problèmes. Alors, dans certains cas, c'est le cas. Ici, j'ai vu une patiente lombalgique, et en fait, c'était pas une lombalgie non spécifique, on était plutôt sur un problème gynécologique, et du coup, réorientation et prise en charge qui va être plus adaptée, et du coup, probablement que ça va aller plus vite, mais pour des... Voilà, voilà. Mais ça, c'est plus de mon ressort, du coup. Mais beaucoup de patients pensent que, tiens, j'ai mal au dos depuis 5 ans, et dès la première séance de kiné, ça va aller mieux. Non, pas forcément. Et du coup, je pense qu'il faut adapter le niveau d'attente. Certains pensent aussi, tiens, que ça va aller beaucoup plus vite. Alors, le souci n'est pas de résoudre certains problèmes, mais c'est que ça va aller super vite, ou on va pouvoir résoudre tous mes problèmes, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc ici, il y a vraiment cet aspect, je pense qu'il faut apprendre à manager les attentes, ça fait partie du rôle aussi du kiné, et c'est un truc que j'adresse souvent dans les premières séances, tiens, quelles sont un peu leurs attentes. Ce qui est drôle, c'est qu'en posant cette question, je me rends aussi compte que là où par le passé, j'aurais beaucoup pensé que les gens souhaitaient ne plus avoir de douleur, certains en fait te disent, ce qui revient beaucoup plus dernièrement en tout cas, c'est que les gens veulent juste pouvoir refaire certaines activités. En fait, ils veulent surtout avoir le feu vert par rapport au fait d'être rassurés, de reprendre certaines activités, le fait que tiens, j'ai mal au dos, si je me penche, j'ai peur de me faire mal, mais en fait non, c'est pas forcément le cas. On va voir, on va en discuter, on adresse ces fausses croyances-là, mais en fait c'est plutôt les attentes doit vraiment être adressé. Et je remarque que par le passé, que c'est soit en stage, c'est jamais quelque chose qui a été mis en avant par beaucoup de maîtres de stage ou de professionnels que j'avais pu suivre. Mais en fait, en posant cette question-là aux patients, la plupart du temps, on sait que l'orientation va prendre le traitement. Et bon, pour certains, on adresse les attentes. Ça veut dire qu'en fait, ils pensent qu'on va pouvoir résoudre toutes leurs douleurs en un claquement de doigts. Et ça, c'est bien de l'adresser parce qu'en fait, on ne pourra pas le faire. Et ça, c'est super important. Et il y a des gens qui disent, j'aimerais bien peut-être déjà avoir un petit peu moins mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok. Ou cette première séance, on va essayer, tiens, j'avais un patient qui avait des douleurs lombaires. Il a plutôt bien réagi aux préférences directionnelles. Du coup, on est parti là-dessus après avoir fait un petit bilan. Et en fait, dès la première séance, il est parti, il allait beaucoup mieux. Je l'ai revu 1 semaine plus tard. Super, en fait, on a déjà pu répondre à son attente. Maintenant, on va continuer, on va voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Et ça nous permet aussi de peut-être espacer, d'allonger un peu le traitement, de le voir sur plus de temps. Et voilà. Ensuite, du coup, on était là sur les fausses croyances qui sont perpétrées et perpétuées par parfois le corps médical. Cela dit, les patients aussi, de par les recherches. On a aussi les attentes, mais ça, on peut les adresser très facilement. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et puis le troisième, c'est une volonté d'investissement en temps et ou en énergie qui est trop peu important.
Euh, et celui-là, pour certains, ben, en fait, c'est juste, ben, je veux pas faire d'exercice, je veux juste être mobilisé. Enfin voilà, certains ne veulent pas trop, veulent pas s'investir. Et en fait, non. Moi, pourquoi je devrais faire mes 18 séances suite à mon entorse, alors qu'en fait, là, j'ai un petit peu moins mal. Et ça, c'est vrai. Donc, pour moi, on n'a pas toujours besoin d'aller au bout. Bien que dans certains cas, ça peut être intéressant. On a un sportif, quelqu'un qui souhaite revenir au plus haut niveau de compétition. On peut potentiellement essayer de tirer et refaire plus de réathlétisation, ce genre de choses. Mais je remarque, avec la population avec laquelle je travaille, c'est ah tiens, les symptômes vont mieux, bah j'arrête, c'est plus facile. Et ça, du coup, c'est peut-être c'est le challenge qu'on rencontre et on veut pas être dans la négociation, le fait de devoir négocier pour que les gens suivent comment dire, les soins. Donc c'est vraiment un défi, mais moins présent quand les gens, bah, quand je consulte en Pain and Rehab Management avec des sportifs ou ce genre de choses. Ça, en général, c'est pas trop un problème. Les gens ont la volonté d'investir du temps et de l'énergie pour que ça aille mieux, pour progresser. Donc voilà, c'est vraiment un point très très plutôt lié, peut-être plus population générale, mais particulièrement ici dans la population avec laquelle je travaille, qui est une population relativement précarisée sur le plan socioculturel. Donc d'une certaine manière, c'est compréhensible. Et je leur en veux pas, donc ça demande une approche relativement plus flexible et d'être dans une certaine forme de ok, qu'est-ce que je vais t'apporter? Et parfois, ok, pas de séance cette semaine-ci, et tu viens me revoir un petit peu quand tu le souhaites aussi. Hein. Donc voilà. Mais voilà. Par exemple, ici, je donne un petit exemple. Ici, un patient qui s'était opéré il y a quelques années pour son dos. Et en fait, il n'avait pas de soucis. Je le voyais pour le sport une fois par semaine. Et un jour, il s'est réveillé parce qu'il a pris un petit peu conscience qu'il prenait de l'âge, qu'il devait prendre soin de son corps. Mais en fait, il s'est réveillé et il a dit qu'il devait arrêter le sport. C'est de comprendre. Et en fait, il est resté sur ses positions. Et en fait, en disant, tiens, je me suis fait opérer parce que j'avais une scoliose et je ne peux pas faire le sport. Le médecin m'a dit à ce moment-là que je devais arrêter le sport. Ok. Je peux l'entendre, tu viens de te faire opérer, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais c'est vrai que c'est quand même en fait une indication par la suite de reprendre de l'activité. La scoliose n'est pas une contre-indication au sport, pas parce qu'il y a eu une opération que c'est une contre-indication absolue au sport. Elle peut être relative en fonction de certains sports. Avec 2 barres dans le dos en métal, j'irais peut-être pas faire des sports de chute ou de combat avec des projections, ce genre de choses, effectivement. Mais il y a certaines choses qu'on peut envisager, et il n'y a pas de souci. Je pense que de la course, de la natation, ce ne sont pas des problèmes. Certains sports certains sports d'équipe ou des jeux collaboratifs ou ce genre de choses, voilà, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la personne s'était vraiment restée fixée sur ses positions. Et ici, en fait, il a plutôt fallu essayer de essayer de comprendre un petit peu le pourquoi. Donc l'idée, c'est par exemple de comprendre un peu la croyance, potentiellement ses peurs. Je pense qu'il avait un peu cette peur de fragilité dans son dos. En fait, c'était lié en fait, à une entorse qui s'était fait quelques semaines avant, où en fait, il n'avait pas eu de soucis, et puis il s'est fait mal à la cheville, et il s'est rendu compte que son corps était peut-être un peu plus fragile que ce qu'il pensait. Et voilà, du coup, c'est quelque chose qu'on a pu essayer un peu de travailler. Alors l'idée a été d'adapter un petit peu l'activité physique pour lui permettre en fait d'auto-réguler et de participer, et dans une certaine mesure, prendre confiance à nouveau. Donc avec une exposition graduelle, mais peut-être lui dire écoute, si tu participes 10-15 minutes, c'est déjà bien sur l'heure 30. Et puis en fait la deuxième semaine, il a voulu participer un petit peu plus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi assez activité physique dépendant. Par exemple, ce qui était plutôt en équipe et qu'il aimait bien, il n'y avait pas de souci, mais les trucs qu'il aimait un peu moins bien, là, il voulait absolument pas participer. Et du coup, c'était assez intéressant, et en fait, il a fallu adapter un petit peu, venir avec différentes propositions, et voilà. Et du coup, ici, il y a un gros aspect motivationnel qui est vraiment présent avec cette population. Et d'une certaine manière, toxicomane, c'est vrai qu'on a tendance parfois à répondre à la frustration ou au sentiment, le fait qu'on n'ait pas de gratification immédiate, parfois par la consommation. Et du coup, la gratification immédiate est souvent priorisée au détriment d'une gratification retardée. Et du coup, on peut comprendre pourquoi l'activité physique peut être compliquée dans certains cas. Et voilà. Mais ça, c'est vraiment, vraiment lié à cette population-là. Un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs, avec certains autres patients, ou en tout cas des sportifs que je peux voir en consultation ou en consultance à l'extérieur. Donc voilà. Mais ça, c'est un défi, c'est un gros challenge, mais c'est pour ça que j'aime bien travailler avec cette population-là. C'est parce qu'en fait, c'est super, c'est un défi. C'est pas toujours évident. Il y a des refus de soins, quelque chose que j'ai jamais vraiment expérimenté en dehors de ce contexte-là. Et
parce qu'en fait, on doit se rendre compte que c'est aussi une population qui est d'une certaine manière relativement précarisée et dans laquelle il faut faire attention. Et voilà. Il y a aussi toutes d'autres choses, des implications psychologiques, des implications relationnelles différentes. L'alliance thérapeutique est un petit peu différente aussi. Donc voilà, il y a aussi parfois la manipulation, ce genre de choses, en tout cas de la part du toxicomane pour nous amener vers là où on le veut. C'est pas le cas pour tous, il faut le reconnaître. Pour certains, c'est le cas. Il y en a beaucoup aussi qui viennent d'un milieu carcéral, donc ça veut dire aussi des, des codes sociaux un petit peu différents. Et donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes à adresser. Mais comme je le disais, c'est vraiment hyper challengeant. Et puis si je reviens un petit peu en dehors de cet aspect plutôt travailler avec le toxicomane, vraiment les deux grosses difficultés à l'heure actuelle, c'est vraiment adresser les fausses croyances et puis les attentes démesurées. Et en fait, une fois qu'on a adressé ça par l'éducation thérapeutique, on n'est pas obligé d'adresser toutes les fausses croyances aussi. Plus je travaille, plus je mature et plus je suis au contact des gens, plus il y a des croyances que ça sert à rien d'adresser. Des gens qui pensent que voilà, ils ont mal au dos, ils doivent absolument aller chez l'ostéo, chez le kiné à chaque fois parce que leurs os sont de travers et en fait ils sont pas réceptifs à autre chose. Mais c'est pas grave et il n'y a pas forcément besoin d'adresser. Il faut aussi que la personne soit ouverte à ça et avec le temps, c'est aussi quelque chose, voilà. Telle fausse croyance là, c'est important de l'adresser. À certains autres moments, c'est pas important de l'adresser parce qu'en fait, elle va pas faire d'adresser cela, ça ne va pas changer le cours du traitement ou quoi que ce soit, et ça risque peut-être juste de mettre un petit peu à mal cette alliance thérapeutique. Donc c'est probablement quelque chose sur lequel c'est un défi, parce que identifier quand adresser cette fausse croyance et quand ne pas l'adresser sont des bonnes choses, et surtout il y a une manière de l'adresser. Dire à la personne, en fait, vous vous trompez, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est de se dire, pourquoi vous pensez cela et en fait, là, c'est là où ça peut être important parfois d'avoir un peu plus de skill en communication, de se former là-dedans, que ce soit la communication, l'écoute active, l'entretien motivationnel. Ça peut parfois être des outils qui sont vraiment très pertinents et qui, en tout cas, m'aident beaucoup dans ma pratique à l'heure actuelle. Et ça, c'est vraiment... Je me rends compte qu'en fait, c'est là-dedans que j'oriente vraiment un peu plus ma pratique à l'heure actuelle. Et surtout, ça permet par la suite, en fait, si on arrive à ne pas à savoir quand on doit réagir face à une fausse croyance ou adresser une attente démesurée, en fait, ça nous permet de savoir aussi, quand est-ce qu'on a l'occasion de renforcer en fait l'alliance thérapeutique ou quand est-ce qu'on a l'occasion, en fait, de juste, en tout cas, de ne pas adresser quelque chose qui la mettrait à mal. Et ça a été vraiment, ces 2 dernières années, vis-à-vis de certaines formations, ça a été vraiment la chose qui me permet d'évoluer, et je me rends compte que je suis bien plus armé pour travailler avec des populations, du coup, mais comme ici, qui vont avoir pertinemment beaucoup de fausses croyances et des attentes parfois un petit peu démesurées vis-à-vis de ce que peut faire la kiné pour eux. Donc voilà. Ça, c'est plutôt des bonnes choses. Et comme j'expliquais, en fait, déjà poser la question, quelles sont les attentes du patient vis-à-vis du kiné, c'est déjà une grosse chose que, en pratique, je n'ai pas vu beaucoup de kinés faire, en tout cas quand moi j'étais en stage. Voilà, et ça fait plaisir de voir qu'en fait, on se rend compte que les patients n'ont pas toujours l'envie qu'on réduise les douleurs. Et on aurait parfois un peu cette impression-là, donc c'est toujours bien de se le rappeler. Voilà, du coup, pas mal de défis, mais des défis qui sont... c'est chouette en fait. Ça rend le travail pas monotone et il varie sans arrêt, donc c'est super chouette. Voilà, question suivante, je pense qu'on est à la 4e du coup. Question de Julien, qui me pose la question de savoir si l'incline press est-il utile pour un powerlifter. Alors, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on regarde. Si la seule issue qui importe est la performance sur le 1RM en bench, alors j'aurais probablement tendance à dire que c'est peut-être pas utile pour la majorité des powerlifters. Si on regarde juste purement l'évolution du E1RM ou du 1RM en bench. Par contre, si l'incline press ou l'incline bench press est là pour d'autres raisons, comme augmenter l'amplitude de mouvement et mettre l'accent sur un travail plus orienté vers l'hypertrophie, ou par exemple introduire une contrainte de mouvement qui va apprendre quelque chose à l'athlète. Par exemple, sur un incliné, on va devoir bien comprendre que si on presse droit, on va pas être dans une bonne trajectoire. Et du coup, on va devoir apprendre à pousser vers le rack, en fait. Alors là, je pense que oui, en fait, c'est vrai, ça peut vraiment être utile. Ça dépend de pourquoi on va le mettre, comment on le justifie. Rappelez, quelque chose que je dis souvent, mais il n'y a pas de mauvais exercice, il n'y a que des mauvais contextes d'utilisation. Voilà. Personnellement, j'aime utiliser l'incliné, car il va obliger l'athlète à comprendre que la trajectoire sur la phase de poussée, elle va se faire en direction du rack. S'il pousse droit, elle sera très punitive, et beaucoup plus punitive qu'un bench traditionnel. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, j'aime coupler ça du travail un peu plus en close
closer grip. L'idée est de mettre l'accent sur une plus grande amplitude. On pourra probablement favoriser une flexion du coude un peu plus importante et on va travailler potentiellement plus le triceps avec un travail des épaules qui est, je pense, relativement intéressant d'un point de vue en tout cas déterminer, enfin si un de ces deux muscles, un de ces deux groupes musculaires est ce qu'on peut appeler le limitant fonctionnel sur le mouvement. Voilà, donc ça c'est une des premières choses. Ça peut augmenter la masse musculaire, quelque chose qui pourra aider à plus long terme, en tout cas sur la performance en 1RM, surtout si les épaules ou les triceps sont un limitant fonctionnel sur les 1RM, sur les répétitions plus lourdes en développé couché. Tiens, on observe que c'est les épaules qui ont du mal à favoriser le fait de compléter la rep, ou les triceps, tiens, je verrouille très difficilement au verrouillage. Ok, c'est des choses qu'on peut peut-être mettre en place. Voilà, j'aurais tendance aussi à prioriser un peu plus l'incline press par rapport à un développé militaire, pour la simple et bonne raison que c'est plus spécifique qu'un développé militaire. Est-ce que c'est mieux? Pas forcément, ça dépend encore une fois de ce qu'on souhaite travailler. C'est une variante également, donc varier peut nous permettre d'augmenter la motivation de l'athlète en lui permettant de progresser sur un autre exercice. Et parfois, comme c'est un exercice qu'il n'a pas fait depuis un certain temps, la progression va être relativement rapide, quelque chose qui peut entraîner une certaine forme d'inertie. On va entraîner des petites victoires qui, d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça peut contribuer à augmenter le sentiment de compétence de l'athlète et par conséquent la motivation. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est parfois un peu sous-coté. Tiens, un athlète qui a du mal à progresser, mais parfois inclure une variante qui n'a peut-être pas été faite, qui va peut-être pas avoir, comme j'expliquais, un transfert direct vers le 1RM sur le mouvement compétitif, mais c'est quelque chose qui va permettre de prendre un peu de confiance. Et puis, on peut avoir des bénéfices secondaires, comme le développement de masse musculaire sur peut-être des facteurs limitants sur la variante de compétition, et du coup, ça peut avoir un certain effet. Mais voilà. J'aime à rappeler aussi que la réponse elle est individuelle et que certains athlètes vont probablement très bien réagir à cela, mais il faudra tester pour le savoir. Du coup, j'ai tendance à dire que oui, ça pourrait être, mais ça dépend de la justification, ça dépend de comment on l'intègre et pour quels athlètes. Donc voilà, un exemple, je sais qu'Ashton Rouchka, il utilise régulièrement ce genre de variante. Il semblerait que ça aide plutôt bien son bench, mais ça reste plutôt marginal. C'est pas une variante qu'on retrouve énormément chez beaucoup d'athlètes. Moi, j'aime bien l'intégrer plus loin des compétitions, surtout des athlètes qui vont parfois avoir tendance à manquer un peu de masse musculaire sur le plan global, notamment au haut du corps, et qui vont par exemple qui vont beaucoup avoir tendance à s'utiliser très fortement du bas du corps, quand on fait des techniques en sync, ça va leur apprendre certaines choses aussi, et j'aime bien, ça permet de varier, ça leur apprend être un peu plus en tension, un étirement peut-être un peu plus important des pecs, plus de flexion de coude aussi, et du coup c'est une variante que j'aime personnellement bien quand c'est un low incline closer grip press. Mais voilà, du coup j'espère que ça répond à ta question, Julien, mais voilà. Alors, question de Quentin. Quel est le plus gros changement de ta pratique de coach? C'est intéressant. C'est être bien plus directif avec les modifications techniques. Par le passé, j'ai plutôt pensé que le coach devrait plutôt suggérer les changements techniques et laisser l'autonomie à l'athlète de les intégrer ou non. Mais dernièrement, en plongeant un petit peu plus dans la théorie des systèmes dynamiques, et notamment dans la théorie de l'organisation du mouvement, je me suis dit que je pouvais potentiellement faire plus. Alors, je me base un petit peu ici sur les travaux de Glazier, donc un chercheur qui s'est vraiment intéressé à ces domaines de recherche, donc la théorie des systèmes dynamiques et la théorie de l'organisation du mouvement. Et du coup, ici, je vais vous faire une brève overview un petit peu de ce que j'entends par cela, et du coup, comment ça a changé ma pratique en tant que coach. Donc, vis-à-vis de cette théorie des systèmes dynamiques, l'idée est que tout mouvement est émergent et s'auto-organise. Le concept d'auto-organisation, c'est un processus par lequel un système complexe, donc un système complexe, ça peut être, on vous explique ce que c'est justement, c'est que sans aucun pilotage extérieur, ce système, il parvient à former des motifs ou des structures à un niveau global, donc l'ensemble du système, grâce aux interactions continues de ses composants individuels. Ce concept de mouvement émergent et d'auto-organisation, il évoque aussi le fait que les structures et les patterns émergent dans un système ouvert, sans spécification d'un agent régulateur externe ou d'intelligence exécutive. Ça veut dire tout simplement que l'addition de toutes les parties est... comment expliquer ça Attendez,
je fais une petite pause, je bois et je reviens vers vous. Donc après cette brève pause pour s'hydrater, donc je disais que l'idée était probablement, pour vous expliquer cela, c'est qu'un système n'a pas besoin pour s'organiser en fait d'une intelligence exécutive, d'un système exécutif. Donc il ne faut pas essayer de voir ça comme une hiérarchie, en fait, il faut imaginer ça plutôt comme quelque chose qui va s'organiser de lui-même. On reviendra un petit peu là-dessus à cela. Donc, pour décrire cela simplement, imaginons un banc de poissons, en fait, qui va s'organiser et suivre une même direction, malgré le fait que chaque individu ait sa volonté propre, sans qu'un chef soit désigné. Le résultat, d'une certaine manière, est supérieur à la somme des parties. Pour en revenir au mouvement, et en fait le mouvement, il est la résultante, pour en revenir au mouvement, du coup là on a parlé vraiment des concepts d'émergence et d'auto-organisation. Comment ça s'intègre au mouvement? Donc l'idée, c'est qu'en fait, le mouvement, il est la résultante de différentes contraintes qui sont placées sur l'organisme. Ces contraintes, elles peuvent être internes à l'organisme, et ce type de contraintes comprend les contraintes structurelles telles que la taille, le poids, la composition corporelle, les caractéristiques anthropométriques. On pourrait même parler d'une certaine manière de la motivation, l'intention de l'athlète et plein d'autres variables, mais internes par exemple. Donc ces variables internes, structurelles, les contraintes d'organisme, telles qu'on peut les appeler. Le second type de contraintes, les contraintes, elles sont dites alors environnementales. Ce sont des contraintes qui sont externes au système en mouvement, enfin au système de mouvement plutôt. Elles sont généralement globales et non spécifiques. Parmi ce type de contraintes, on peut retrouver la température, l'altitude, l'acoustique, les forces de réaction du terrain de jeu, de pratique. Et les contraintes également socioculturelles, telles que le support familial, la pression des pairs, les attentes sociétales ou les normes culturelles, vont également être reprises dans ce type de contraintes. Vont avoir vraiment une influence extérieure. Enfin, on retrouve vraiment les contraintes liées à la tâche. Elles sont un peu comme leur nom l'indique, spécifiques à la tâche qui est performée et liées à l'objectif de la tâche et des règles qui encadrent cette tâche. Donc tout mouvement sportif réalisé avec l'objectif d'obtenir une issue déterminée peut être considéré comme faisant partie de ce type de contraintes. Les instructions du coach peuvent être vues comme un type de contrainte liée à la tâche. Et à l'intersection de ces contraintes, donc des contraintes de l'organisme, contraintes un peu plus structurelles, taille, poids, motivation, ce genre de choses. Donc premier type de contrainte, on a après les contraintes environnementales, chaleur, altitude, ce genre de choses, et puis les contraintes liées à la tâche. À l'intersection de tout cela, selon un diagramme de Venn, on pourrait imaginer qu'émerge le mouvement. Et c'est ça qu'on entend en fait par principe émergent, et c'est ce que propose la théorie des systèmes dynamiques. À savoir, plusieurs petites choses, c'est que les contraintes de l'organisme, elles ne sont pas toujours modifiables, mais on peut jouer sur certaines, par exemple comme la motivation, l'intention, ou également la quantité de masse musculaire aussi, via l'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui est modifiable. Mais la longueur des segments, les variables anthropométriques, certaines en tout cas, il est probable que je ne puisse pas forcément les changer. Je ne vais pas pouvoir changer la longueur de fémur d'un athlète. Par contre, je peux, par l'entraînement, influencer la quantité de masse musculaire de son quadriceps, qui pourrait, in fine, modifier d'une certaine manière le mouvement. Donc, on a une influence sur cela, mais pas trop. On va surtout passer par l'éducation, le partage de contenu, la discussion avec l'athlète, surtout pour la motivation, les croyances d'une certaine manière. Mais voilà, on peut aussi avoir un rôle par l'entraînement. On va voir après les contraintes d'environnement. Malheureusement, en tant que coach, c'est pas le type de contrainte sur lequel j'ai le plus de contrôle. Je ne vais pas forcément contrôler l'altitude, la température de la pièce, les forces de réaction du sol. Voilà, je ne vais pas pouvoir forcément changer le contexte socioculturel dans lequel évolue l'athlète. Cependant, les contraintes de tâches, là j'ai beaucoup plus d'actions qui sont possibles. Donc l'idée ici est de corriger le mouvement ou de suggérer des modifications en cuant ou en utilisant des variations pour amener l'athlète dans une autre position ou à travailler sur une partie du mouvement qui permettra d'améliorer in fine la gestuelle. Et donc c'est surtout sur ces dernières, les contraintes de tâches, que j'ai tendance à agir beaucoup plus. Donc ça c'est là où on veut en venir pour rappeler la question, c'est qu'est-ce qui a changé dernièrement dans la pratique de coach. Mais c'est vraiment sur les contraintes de tâches que j'ai vraiment tendance à agir beaucoup plus. Ça va aller de la sélection des variantes qui vont être utilisées, les cues ou les corrections données, ainsi que la sélection des accessoires et du volume alloué au travail des points faibles. Et du coup là on va plutôt aussi influencer sur les contraintes plutôt de l'organisme.
Ainsi, un athlète qui perd toute sa tension au moment du rebond au squat, je pourrais lui proposer des exercices qui vont le contraindre à garder sa tension en bas du squat, comme du pin squat, un pause squat ou un tempo squat par exemple. Dans le cas d'un athlète qui a un shift postérieur, toujours lors du squat, et qui préfère utiliser plutôt une stratégie de hanche et de dos pour déplacer la charge, je peux envisager par exemple un high bar squat ou un squat à la SSB pour l'orienter, l'amener à servir potentiellement plus de ses quadriceps et le contraindre à les utiliser du coup un petit peu plus. Et en fait, ça c'est à mettre aussi un peu en lien avec les contraintes internes qui vont déterminer les points faibles ou pourquoi un athlète bouge d'une certaine manière. Et du coup, je vais avoir tendance à mieux sélectionner en fait un petit peu les variantes que je vais utiliser, le volume que j'alloue et tout ça, pour essayer de mieux influencer la technique, en gros. Imaginons, je vois un athlète qui a beaucoup de mal sur le verrouillage de son mouvement, que ce soit par exemple en dips ou en bench, je vais avoir tendance à peut-être allouer un peu plus de travail, un peu plus de volume d'entraînement vers les triceps. Et à sélectionner peut-être des exercices qui vont imiter de manière peut-être un peu plus spécifique cela, ou alors vraiment qui vont peut-être me permettre d'accumuler plus de volume de ce côté-là. Et les variantes aussi, effectivement. Donc un athlète qui a du mal peut-être à rester dans tout son pied sur son squat, peut-être envisager un tempo pour lui permettre de bien pouvoir faire attention à ça, de se rendre compte aussi peut-être des déviations qu'il va avoir. Et du coup, c'est vraiment en ça que j'ai changé un peu plus ma technique. Je vais peut-être avoir tendance à parfois je vais pas tendance à corriger plus ou à cuer plus, mais je vais vraiment utiliser les variantes beaucoup plus pour l'amener là où je veux l'amener. Et ça, c'est vraiment le gros changement que j'ai opéré ces derniers mois et quelque chose auquel je suis plutôt vraiment très content. Donc voilà, plutôt une évolution. Et ça a été fait du coup en s'intéressant un petit peu plus à la théorie des systèmes dynamiques popularisée dernièrement un peu plus par Glazier, mais qui se base sur des travaux un petit peu plus antérieurs. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je n'hésiterai pas à vous réorienter vers certains articles de référence sur le sujet. Question suivante. Alors, question de Julien, mais pas le même Julien que plus haut, un autre. Et du coup, sa question était, est-ce que le sumo, c'est pas un petit peu de la triche ? Tout dépend du contexte. Très drôle. Mais c'est peut-être pas la réponse que j'ai. Non. Pour faire court et proposer une réponse un petit peu premier degré, en powerlifting, j'aurais tendance à dire qu'en fait, les règles permettent, donc non, ce n'est pas de la triche. Mais en CrossFit et en Strongman, le sumo n'est pas autorisé. Dans ces disciplines, le sumo est donc de la triche. Ça dépend donc du contexte. Cela étant dit, cette question, elle me fait beaucoup rire car c'est un peu un running gag dans les sports de force. C'est un argument qui est souvent présenté pour diminuer, rabaisser une performance d'un athlète qui soulève avec une technique sumo. Certains vont même jusqu'à dire sumo is gay. Et je sais pas si je suis vraiment d'accord avec ce genre de choses. Bon, je suis pas d'accord avec ce genre de choses. Mais l'idée est que souvent, soulever en sumo serait plus facile que le soulever en conventionnel. Et là non plus, je suis pas trop en accord. Premièrement, le sumo requiert une technicité probablement plus importante, plus de mobilité et de patience au démarrage. Le conventionnel peut être plus facile au démarrage, requiert moins de mobilité. Mais bon, si un mouvement est plus facile au démarrage, est-ce qu'on dit vraiment que le conventionnel est plus facile que le sumo ? Ou que c'est de la triche ? Parce que ça rend une partie du mouvement plus facile ? Non. Donc, voilà, un peu des doubles standards. D'une autre manière, la raison qui pousse le CrossFit et le Strongman à interdire le sumo, elle tient probablement à la nature des épreuves qui sont proposées. Il s'agit très souvent de mouvements avec des répétitions, avec des mouvements répétés, et en sumo, il arrive que l'amplitude de mouvement soit généralement plus petite qu'en conventionnel. Alors, un mouvement avec une amplitude réduite, il pourrait conférer un avantage sur le plan mécanique et éventuellement métabolique. Donc, pour une même quantité d'énergie, si on réduit la distance, on peut en théorie produire plus de force, selon la formule du travail. Travail égale force multipliée par la distance. Ça devient particulièrement intéressant lors d'efforts répétés, où pour une même force qui est produite, si on réduit la distance, on réduit également le travail. Et du coup, la composante énergétique. Donc c'est un effort à répétition multiple, ça peut conférer un avantage énergétique, et je pense que c'est pour cette raison que le sumo est considéré comme de la triche en CrossFit et en Strongman. Donc tout simplement pour cette raison-là. L'aspect énergétique ne serait pas... Et cela dit, pourquoi c'est autorisé en force athlétique ou en powerlifting, c'est probablement parce que l'aspect énergétique ne serait pas un facteur... Le facteur énergétique n'est pas un facteur limitant lors d'une seule répétition. Donc pour moi, non, le sumo n'est pas de la triche. On continue d'ailleurs de voir des records battus en conventionnel. Tous les records du monde battus ne le sont pas en sumo, donc le sumo n'étant pas supérieur. Je pense que le sumo, cela dit, est un mouvement qui est pour
certaines personnes plus efficient, qui va moins fatiguer le bas du dos, qui va permettre d'accumuler plus de volume d'entraînement, qui en théorie implique un petit peu plus la force des quadriceps. Donc pour certains athlètes, c'est un moyen plus efficient d'utiliser aussi des muscles très forts. Quadriceps étant le plus gros muscle du corps humain, si on peut l'impliquer, c'est plutôt une bonne chose d'un point de vue production de force. Donc voilà, mais cela dit, certains athlètes n'ont pas la capacité d'aller en sumo, ils peuvent toujours faire du conventionnel, ils peuvent toujours très 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 bien performer. Donc non, sumo is not cheating, sumo is not gay. Sumo is strong. Voilà, j'aurais tendance à dire cela. Ok, question de Lucas. Alors, il me demande si le travail de mobilité doit être fait pendant l'échauffement, après la séance ou en jour off. Question intéressante. Je ne sais pas si la plupart des coachs penseraient la même chose que moi, mais voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que tout dépend de l'objectif derrière le travail de mobilité. Et ce qu'on entend exactement par là. Je entends des mobilisations à base d'étirement, dans le but de te préparer à réaliser les mouvements compétitifs avant ta séance. J'aurais tendance à dire que le travail de mobilité n'est pas spécialement indispensable, en fait. Personnellement, en dehors de certains cas bien spécifiques, je n'ai plutôt pas tendance à recommander ou même prescrire ce travail de mobilité. Quand je m'échauffe, je passe directement sous la barre et voilà, j'y vais. Donc, pas spécialement utile en séance, mais voilà, j'ai vraiment tendance à directement recommander aux athlètes de le faire, à travailler directement sur les mouvements spécifiques et peut-être à passer un peu plus de temps dans des positions spécifiques qui posent problème. Donc ainsi, en 2021, Afonso et collaborateurs, ils sont intéressés à la différence des gains en amplitude de mouvement passif et actif entre une intervention à base d'étirement et une intervention à base de resistance training. Alors cette revue systématique et méta-analyse, elle a échoué à mettre en évidence une différence entre ces interventions sur les gains d'amplitude de mouvement. Ce qu'il est dit, c'est que du coup, il n'est pas nécessaire de s'étirer ou de travailler sur sa mobilité pour augmenter sa mobilité, d'une certaine manière. Réaliser les mouvements de squat, par exemple, rester en bas de ton squat, c'est une forme d'étirement lesté, si tu veux, et qui, ça, peut aussi t'aider à développer ta mobilité. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est pas du tout nécessaire. Je reviendrai là-dessus, c'est certains cas qui peuvent permettre de l'être. Mais du coup, pas nécessaire selon moi. Travail un peu plus spécifique, si tu veux souhaiter gagner en mobilité sur le squat, sur peut-être le sumo, tu peux en fait tout simplement passer par là directement et pas forcément intégrer le travail de mobilité, et d'autant plus si tu es un peu short on time. Cela étant dit, il existe des cas de figure pour lesquels on peut considérer qu'il est justifié de faire ce travail de mobilité. La première, c'est que tu kiffes, en fait, tout simplement, t'aimes bien. Donc, si c'est le cas, franchement, vas-y, et le moment où tu le fais, ça sera pas beaucoup d'importance, pour être honnête, donc kiffe. Tu kiffes, fais ça quand tu le souhaites, quand tu peux, quand tu veux, et ça c'est le plus important. L'autre moment que ça pourrait être justifié de faire du travail de mobilité, c'est quand ta mobilité actuelle n'est pas suffisante que pour effectuer les mouvements selon les standards de compétition. J'aurais alors tendance à travailler la mobilité en début de séance pour te faciliter la réalisation des mouvements compétitifs selon les standards de compétition. Donc là-dessus, tu t'échauffes pour essayer de loosen up ou d'atteindre des amplitudes de mouvements chouïa plus importantes pour que lors de l'entraînement, tu sois plus proche des standards de compétition. Et la troisième, elle serait plutôt liée un peu à la présence de restrictions de mouvement ou de gêne dans certaines positions. Dans ce cas, je pense également que ça n'a pas trop d'importance. Je les ferai probablement avant l'entraînement si ça me gêne vraiment. Cela dit, si j'ai eu ces gènes-là qui sont développés un petit peu après, tu peux peut-être bouger, mettre ça un peu plus tard. Enfin voilà. Personnellement, je ne mobilise pas, je passe directement sous la barre, je ne dévoue pas de temps de travail à ma mobilité. Je travaille spécifiquement, c'est-à-dire qu'en fait, je mets une barre dans mes mains et je travaille dans les positions dans lesquelles j'ai besoin de travailler. Donc, tiens, aujourd'hui, j'ai un peu de mal, mes chevilles, ou tu sais, j'ai du mal à bien avancer mes genoux au-dessus de mes chevilles. Je vais juste passer plus de temps en bas de mon squat avec une petite charge pour vraiment m'aider à aller retrouver cette amplitude qui est plutôt habituelle. Et je squatte plus si je souhaite développer ma mobilité sur ce mouvement, en fait, par exemple. Juste problème de cheville, je squatte plus de squat. J'ai par le passé travaillé avec des étirements tous les jours pendant plusieurs mois. Jamais trop vu d'amélioration. Ouais, j'arrivais en passif en tout cas, ou quand je travaillais en mobilité, aller plus loin, mais pas sur mon squat. Et en fait, juste passer plus de temps à squatter m'a aidé. Donc ça rejoindrait un peu plus ce que propose, ce qu'ont observé Afonso et collaborateurs. Ça dit, je pense que certains athlètes qui vont vraiment
tirer en sumo large ou avoir un high arch ou un pontage important sur le bench, ils pourraient vraiment bénéficier d'un travail de mobilité dans le réchauffement, donc pour vraiment leur permettre d'aller chercher des amplitudes un peu plus importantes. Donc ça, je pense qu'en échauffement, mais je pense que c'est possibilité, quelque chose qui peut être entretenu en fin de séance si on souhaite vraiment faire développer cela. On peut également le travailler sur les jours off, mais encore une fois, ça dépend vraiment de quand tu as le temps. Ça n'a pas tellement d'importance dans un cadre où en fait tu dois juste améliorer ta mobilité pour mieux performer. Je pense que j'aurais tendance à plutôt le mettre en début de séance pour te permettre d'aller chercher un peu ces amplitudes, mais si c'est pas suffisant pour atteindre ces amplitudes-là, peut-être qu'il y a un peu plus de travail, tu peux le faire, mais vraiment quand tu le souhaites. Pas d'importance pour être honnête. Par contre, si maintenant tu viens me dire que ton travail de mobilité il a pour objectif de te faire progresser en mobilité pour par exemple réaliser un grand écart, mais là c'est une toute autre histoire. Déjà, je suis peut-être un peu moins expert là-dedans sur le sujet, mais je pense que dans ce cas-là, il serait probablement plus judicieux de soit placer les sessions de mobilité après la séance de force, parce qu'en fait, ça a des étirements prolongés, ou en tout cas avec une très haute intensité, pourrait avoir un impact sur tes gains en force, plutôt un impact négatif en tout cas sur la séance, je ne vais pas dire sur les gains, mais sur ta séance, qui pourrait peut-être, dans un premier temps en tout cas, si tu n'es pas habitué, impacter dans un premier temps négativement les gains. Tu t'y habitueras et probablement que ça aura moins d'impact par la suite. Mais aussi probablement réduire un peu la capacité à produire de la force surtout. Mais du coup, j'aurais plutôt tendance à le mettre après ces séances de force ou lors de jours off, pour être honnête. Voilà, c'est un peu ce que moi je ferais. Ensuite, deuxième question de Lucas. Donc il me demandait, la caféine et les pré-workouts ont-ils un réel effet sur la performance en force? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, bien que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup l'aspect nutrition, et voilà, donc il y a énormément de littérature sur la caféine, sur les bienfaits de la caféine. Donc première chose, je vais essayer de donner une réponse brève, mais je vais probablement t'inviter à aller, n'hésitez pas à aller te renseigner sur d'autres comptes de nutrition. Tu peux probablement poser la question à Vassilis Iliopoulos, on a une discussion là-dessus. Je t'invite à aller consulter également un des épisodes de Iron Culture avec Eric Trexler, où il débunk pas mal de petites choses très très intéressantes. J'essaierai de les aborder, mais de manière générale, oui, la caféine a un effet quand même sur la force. La littérature est quand même assez univoque sur ce sujet. On peut voir en tout cas une amélioration de la performance en force, selon certaines études, de 3 à 4%. Ça pourrait aider la performance en puissance aussi. Enfin, il y a plein de mécanismes, je reviendrai là-dessus un petit peu. Mais du coup, voilà, on observe que les athlètes qui ont consommé de la caféine observent une diminution du RP, une augmentation de la force, notamment sur le 1RM et la puissance du bas du corps. Il semblerait qu'il y ait quand même un effet ergogénique qui soit confirmé et qui soit quand même plutôt pas mal. Alors il faut des dosages qui peuvent être compris entre 3 mg et 9 mg par kilo. Donc on peut se retrouver quand même avec des doses assez larges. J'aurais plutôt tendance à m'orienter entre 3 et 6. Plus on va être sur des hauts dosages, plus il y a des effets de risque secondaires. Se sentir un petit peu anxieux, avoir probablement des petits troubles un peu plus digestifs parfois. Donc il faut voir. Mais de manière générale, ça augmente la tolérance à la fatigue. Voilà, une dose modérée est suffisante pour améliorer la force. Donc, comme je le disais, 6 mg par kilo de poids de corps. Ça augmente également l'endurance musculaire et la force de contraction volontaire maximale. Donc, voilà, on remarque clairement qu'il y a des effets qui sont selon plein d'études. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, parce que j'ai cité quelques effets, mais je les ai plus trop en tête, ces études-là. Mais je pourrais partager avec toi quelques petites choses si tu le souhaites. Mais en gros, en termes des effets physiologiques, en gros, la caféine, comment ça fonctionne? Elle va faciliter en fait la libération, si tu veux, de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine ou l'adrénaline. Donc ça, c'est un des mécanismes, mais c'est pas le mécanisme majeur. Son principal mécanisme d'action, en fait, il se déroule au niveau des récepteurs à adénosine, où en fait, la caféine va agir comme un antagoniste. Ça veut dire qu'elle va bloquer le récepteur. Et en fait, en se liant au récepteur à adénosine, la caféine empêche l'adénosine, qui est le produit de la métabolisation de l'ATP. L'ATP, c'est la source d'énergie de nos cellules, de s'y lier. Et en fait, l'ADP, du coup, c'est l'adénosine diphosphate, si tu veux. Lorsqu'en fait, ton ATP est utilisé, il y a un groupe phosphate qui va servir à former de l'énergie, et puis produire de l'énergie, plutôt.
de manière très, très simplifiée. Et puis en fait, le groupement adénosine qui va aussi être utilisé par la suite pour produire de l'énergie, mais ils vont s'accumuler. Et en fait, ils vont se lier à des récepteurs. Et c'est l'accumulation de cet ADP avec les récepteurs qui envoie un peu ce signal de fatigue, si tu veux. Et la caféine, elle va venir se lier à ce récepteur pour diminuer, entre guillemets, pour contrecarrer l'effet de l'adénosine. Du coup, on peut dire que c'est un antagoniste. Il agit comme un antagoniste, du coup. Et en fait, c'est l'activation d'un nombre important de ces récepteurs adénosine qui induit la sensation de fatigue. Et lorsque la caféine bloque les récepteurs, la sensation de fatigue ne survient pas ou elle survient plus tardivement. Ensuite, on sait aussi que la caféine elle agit directement sur les unités motrices, notamment en améliorant la vitesse de contraction. Du coup, ça peut faciliter la production de force. Elle permet également, par ces effets-là, d'améliorer aussi la vigilance en cas de déprivation sévère de sommeil. Elle a plusieurs effets. Elle a aussi des effets au niveau du métabolisme énergétique. Donc, en plus de la sécrétion de dopamine, elle active les neurones dopaminergiques et produit la sérotonine. L'état de vigilance qui est amélioré, comme on le parlait, mais ça va aussi augmenter la performance sur des efforts d'endurance face à des tâches répétitives, sur le plan cognitif ici. Donc c'est utilisé un peu comme un stimulant, si tu veux. Donc oui, ça a un effet. Dans les pré-workouts tels qu'elle est utilisée, la plupart c'est utilisé dans beaucoup de pré-workouts, la caféine, mais c'est souvent le seul composé qui est réellement utile. Voilà. Donc moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt efficace. Recommandation de dose entre 2 et entre 2 et 6 mg de caféine est recommandée. Certains vont même jusqu'à recommander plutôt entre 3 et 9 mg de caféine. Donc imaginons, si tu pèses 83 kg, tu devrais consommer pour rester entre 2 et 6 mg, entre 166 et 500 mg de caféine. Donc voilà, j'ai tendance à cependant, même si c'est assez efficace sur la force, à pas le recommander à tout le monde, pour être honnête. Il y a récemment, du coup je crois que c'est en 2023, une méta-analyse qui est parue sur le sujet, qui a quand même montré qu'en fait, si on consommait de la caféine après, si je ne dis pas de bêtises, il fallait, pour ne pas avoir d'impact négatif sur le sommeil, il fallait ne plus consommer de café environ 8 heures avant l'heure du coucher. Donc si tu vas te coucher à 22 heures, 8 heures avant, ça nous amène vers 14 heures, il fallait arrêter, il fallait prendre ton dernier café à ce moment-là. Si c'est du pré-workout, c'était un truc comme presque, si je ne dis pas de bêtises, 13 heures avant. Donc si tu vas te coucher à 22 heures, tu devrais prendre ton pré-workout à 9 heures du matin. Donc ça c'était la chose, c'est-à-dire que toute dose de caféine qui est prise tardivement dans la journée va avoir un impact négatif sur le sommeil. Donc j'aurais tendance à quand même pas avoir recours à la caféine à tout instant, tout moment de la journée. Donc ça c'est la première chose, parce que sinon ça va avoir des répercussions négatives sur le sommeil. On rentre un petit peu dans un cercle vicieux, donc en fait tu dors moins bien, du coup le lendemain, pour être entraîné, tu as tendance à prendre de la caféine, mais du coup, clac, tu dors encore moins bien. Et en fait c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais, où tu prends de la caféine, tu as tendance, plus tu vas moins bien dormir, plus tu vas prendre de la caféine, mais moins tu vas bien dormir, et on rentre un peu dans ce cercle vicieux. Donc voilà, ça c'est un truc qui est vraiment rapporté. Encore une fois, je n'ai plus l'étude en tête, et voilà, mais tu ne devrais pas, si besoin, je pourrais la linker plus bas. Voilà, un truc qui était ramené aussi, qui est rapporté par Eric Trexler, du coup, dans cet épisode d'Iron Culture aussi, c'est le fait que la plupart des effets qu'on peut voir sont décrits dans la littérature, en fait, sont réalisés lors de tests qui sont réalisés plus tôt dans la journée. Du coup, plutôt le matin. Il semblerait que l'effet de la caféine soit plus prononcé le matin qu'en après-midi ou qu'en soirée. De manière anecdotique, c'est quelque chose que j'observe aussi. Là aussi, je concours le matin, je bénéficie, ou que je dois performer très fort le matin, je bénéficie clairement il vaut mieux que je prenne de la caféine, mais si c'est plus tard dans la journée, à part juste me permettre de moins bien dormir, ça n'a pas un impact aussi prononcé et aussi important. Donc voilà, il faut aussi savoir que si tu les consommes plutôt sous forme, tu peux les consommer sous différentes formes, petit truc que j'ai oublié de dire. Par exemple, si tu les consommes sous forme de chewing-gum, c'est assez vite efficace, donc en 10 minutes. Les cafés, les boissons caféinées, c'est compter une demi-heure par exemple, avant que tu sentes l'effet, 40 minutes dans certains cas. Et si tu les prends sous forme de capsules, de gélules ou de forme anhydre, là il faut compter je vais dire entre 45 et 90 minutes selon le génotype. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la caféine. Il y a ce qu'on appelle des fast metabolizers et des slow metabolizers, ce qui va dire que certains vont avoir une tendance à pouvoir utiliser les bienfaits de la caféine plus rapidement et d'autres plus lentement. Donc voilà. Donc ça c'était un petit peu l'overview de ce côté-là. Mais du coup,
la caféine a des effets réels quand même sur la performance en force. 3 à 4% d'amélioration de la performance dans certains cas, donc c'est pas négligeable. Mais des effets qui sembleraient quand même être plus prononcés le matin. Voilà, mais encore une fois, pas mon domaine d'expertise. Si tu veux plus de nutrition ou des aspects compléments alimentaires, il faut pas hésiter à aller voir des gens qui sont vraiment là-dedans. Je recommande la consommation de caféine, mais j'aurais tendance à penser que la plupart des gens ont tendance à surdoser la caféine. Je pense qu'on peut tout à fait avoir des bienfaits plus que suffisants avec 150 à 500 mg. Beaucoup de gens vont parfois jusqu'à consommer 1 gramme de caféine, ce qui est parfois abusé, mais qu'on se retrouve parfois avec des gens qui ont plus d'anxiété, qui vont avoir la tête qui tourne en compétition ou à l'entraînement, qui vont avoir des problèmes pour dormir. Et voilà, c'est vraiment pas gai. J'ai une fois surdosé en caféine. J'avais une compétition, je commençais à concourir à 6h du matin. C'était vraiment, vraiment compliqué. Et non, c'était 7h. Mais du coup, j'avais pris un petit peu trop de caféine et 1 gramme de caféine. Vraiment, vraiment pas bien. Vraiment une sensation de mal-être. Et du coup, pas quelque chose que j'aurais quand même tendance à prendre à la légère. Donc, plutôt y aller on the light side et en fait, plutôt favoriser une bonne hygiène de vie pour ne pas avoir besoin de la caféine tout le temps et vraiment l'utiliser quand c'est nécessaire. J'ai peut-être tendance à dire en fin de bloc ou vraiment lors d'un test, en compétition ou ce genre de choses. Donc, effet positif, oui. Pas forcément utilisé tout le temps, surtout si tu t'entraînes plutôt en fin de journée, j'aurais tendance à dire, là j'aurais tendance à pas forcément le faire, tout simplement parce que ça risque d'avoir un impact négatif sur ton sommeil. On va peut-être gagner, imaginons si tu gagnes 2% sur tes entraînements à chaque fois, mais que tu dors moins bien, je pense qu'on pourrait presque dire que tu vas peut-être, oui, sur quelques entraînements, t'améliorer plus, mais sur le long terme, si tu dors moins bien, tu vas peut-être augmenter ton risque de blessure, tu vas peut-être diminuer ta motivation, tu vas peut-être à un moment adhérer un peu moins à ton programme d'entraînement. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut considérer juste de manière isolée et peut-être aussi penser à cet aspect un peu plus global et les répercussions que ça peut avoir. Ça va, donc ça c'est peut-être un petit peu plus mes recommandations. Et voilà, mais encore une fois, je ne sais pas si j'ai fait une bonne analyse transversale de toute la littérature sur le sujet. Ça remonte à déjà quelques années, les sources que j'avais pu trouver. Si je dis pas de bêtises, entre 2021 et 2023, cette section que j'avais potentiellement écrite pour certains de mes athlètes, quelque chose qui n'a jamais été divulgué, je n'ai jamais eu l'occasion de terminer ce projet-là, donc voilà. Mais quelque chose à garder en tête, nonetheless. Et enfin, du coup, j'espère que ça répond à ta question, Lucas, mais c'était voilà, j'espère que ça te plaît. Et enfin, ici, dernière question, et question de Nicolas. Merci pour cette question, Nicolas, très intéressante. Pourquoi faire du high bar pour un powerlifter ? Ma réponse, je dirais, parce que c'est fun. Non, mais plus sérieusement, voici plusieurs raisons qui me poussent à programmer du high bar pour les powerlifters. J'en reviens, et il ne faut pas hésiter à faire le lien avec ce que j'expliquais plus tôt. Également, mais comme ça je le dis, avec cet aspect un peu cette théorie des systèmes dynamiques, les contraintes de tâches, les contraintes également de l'organisme, par exemple, on va le dire, on peut en venir à les quadriceps qui manqueraient un peu de masse musculaire, des leviers un peu différents, ou un athlète qui n'utiliserait pas correctement ses quadriceps sur le truc. Il ne faut pas hésiter à vraiment faire le lien avec ça, et c'est ça que je vous explique, que ça a quand même bien changé un peu ma pratique de coach, et du coup un peu le raisonnement aussi dans lequel je vais être. Ça va ? Mais du coup, la première grosse raison qui va me pousser à intégrer du high bar, c'est vraiment la littératie physique. C'est quoi la littératie physique ? Ici, l'idée est de développer un panel plus important de mouvements, en les exposant à des mouvements différents. Du coup, en fait, juste d'exposer un athlète à plein de mouvements différents pour qu'il puisse répondre, en fait, que selon un mouvement, dans un contexte précis, il puisse s'exposer et apprendre à résoudre plus de problèmes liés à la capacité de mouvement. Donc voilà, je pense qu'il faudrait peut-être à un moment parler de littératie physique et de vraiment développer ce concept-là, ça pourrait être intéressant. Anyway, je remarque que c'est souvent un point qui pêche chez le powerlifter actuel, surtout chez les plus jeunes, où en général ils arrivent dans le sport en n'ayant pas eu un passé, je veux dire, soit par le bodybuilding, l'haltérophilie, le crossfit. Là où il y a quelques années, les gens rentraient plutôt dans la force athlétique et powerlifting de par ce biais-là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ils découvrent le powerlifting et ils se lancent directement. J'ai déjà eu beaucoup d'athlètes qui, en fait, savaient faire du low bar, mais n'avaient jamais fait de high bar auparavant. Et du coup, ne savaient pas le faire. Beaucoup de douleurs sur les trapèzes, ne savaient pas comment bien se mettre. Et en fait, du coup, en étant ultra spécifique, ils perdent un peu cette capacité d'avoir différents mouvements. Et je pense que ça, d'un point de vue ne serait-ce que littératie physique et capacité
à bouger. C'est vraiment hyper intéressant. Et ça, c'est vraiment la première raison, en tout cas chez les athlètes plus novices, plus débutants ou moins expérimentés, pour laquelle j'ai tendance à intégrer du high bar. Ça va. Seconde raison, en fait, c'est solliciter différemment les quadriceps. La mécanique du high bar fait que l'on reste généralement un peu plus droit, qu'on a plus de flexion de genoux et un peu moins de flexion de hanches. Donc on travaille potentiellement les quadriceps au travers d'une amplitude de mouvement un peu plus importante, et cela fait que la charge soulevée, elle sera moins importante pour un stimulus d'un point de vue tension mécanique ou stimulus hypertrophique qui serait a priori équivalent. Donc en fait, on parle ici, je peux vraiment parler de variation autolimitante, ça veut dire que pour un même stimulus, par exemple sur le plan développement de la masse musculaire, on va utiliser a priori moins de charge parce que le mouvement, de par ses contraintes, le fait qu'on ait potentiellement plus de flexion de genou, une amplitude plus différente, un bras de levier qui soit augmenté par rapport à la hanche qui soit plus important, de par la position de la barre qui est plus haute, va nous permettre de réduire la charge. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà. Et surtout, potentiellement un peu plus de, je ne vais pas dire plus de travail des quadriceps, mais en tout cas, une réduction de la charge. La troisième raison qui me pousse à avoir recours à une variation, c'est dans un but de limiter la sursollicitation de certaines structures du corps ou de réduire les contraintes sur certaines de ces structures. Ainsi, un athlète pour qui le low bar provoque des douleurs aux coudes ou aux épaules, de par la demande, que ce soit en rotation externe, en tension dans le haut du dos, il pourrait envisager de passer sur du high bar pour réduire les contraintes en fait, sur ces structures-là. On pourrait ainsi imaginer, tel que le proposait Nordin et Dufek, en fait, qu'un manque de variation dans le mouvement, dans le geste sportif, et y compris dans le choix d'exercice, en fait, puisse contribuer à augmenter le risque de blessure. Et du coup, l'idée qui défendait Nordin et Dufek en 2019, c'était qu'un manque de variété ou de variation dans le mouvement distribue toujours le stress sur la même structure, les mêmes amplitudes, à force de travail, en fait, sur les mêmes structures, surtout si on réalise les mêmes amplitudes toujours lors de l'entraînement, on pourrait contribuer à favoriser l'apparition de blessures de sursollicitation. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est d'augmenter la variation, on puisse réduire le risque de blessure, mais pas trop varier non plus, puisqu'en fait, si on varie trop, on ne va pas stresser suffisamment une structure pour qu'elle s'adapte et du coup devienne plus résistante. Du coup, on va dire que c'est un peu une zone idéale, mais on ne veut pas trop peu ou trop de variation de mouvement. Et de manière générale, j'ai tendance à remarquer un peu comme Nordi et Dufek, que les athlètes qui varient moins leur choix d'exercice, ils ont tendance à avoir plus souvent en tout cas des petites douleurs ou être plus blessés. En tout cas dans une certaine mesure, et c'est du coup un peu les trois raisons qui me poussent à varier et à utiliser un peu de high bar. Du coup, je reviens, littératie physique. Deuxième raison, c'est solliciter différemment les quadriceps. Si par exemple les quadriceps sont un peu un facteur limitant sur le mouvement, qu'un athlète a un peu de mal par exemple à garder ses quadriceps engagés, qui va avoir une stratégie très fort en hanche, très fort en dos, en lui mettant du high bar, je vais probablement lui permettre de biaiser un peu plus l'exercice en faveur des quadriceps et de réduire la charge, qui va permettre de lui travailler là-dessus, en augmentant également le bras de levier par rapport à la hanche, ce sera peut-être un peu plus punitif s'il est un peu plus dans ses stratégies un peu good morning. Donc voilà, et ça facilite vraiment l'idée de pouvoir rester un peu plus droit, donc potentiellement de se servir un peu plus facilement des quadriceps en réduisant également la charge. Et il est possible aussi que ça réduise les contraintes de certaines structures, comme passer en low bar, en high bar, réduire un peu les contraintes, que ce soit au niveau du coude ou de l'épaule. Donc voilà, parfois même des poignets, donc c'est pas inintéressant. C'est un peu ce qui me pousse à utiliser en tout cas le high bar chez certains powerlifters. Et puis voilà, si l'objectif est juste de développer un peu plus la masse musculaire aussi durant une phase d'entraînement, voilà, pourquoi j'utiliserais pas un exercice qui va me demander moins de charge, puisque l'objectif est plutôt le développement de la masse musculaire et pas forcément le développement de la force. Et on pourrait utiliser par exemple un top set en low bar et puis des back-off plutôt en high bar et ce genre de choses. Donc voilà. C'est plutôt comme ça que je le conçois. Et encore une fois, on circle back un petit peu sur le principe de théorie des systèmes dynamiques et lié aux contraintes. Voilà, si un athlète manque de masse musculaire au niveau des quadriceps, qu'il a plutôt un facteur limitant, j'ai le sentiment sur le squat ou même le deadlift au niveau des quadriceps, ça fait sens d'intégrer cela. Mais ça pourrait être également fait à base de hack squat, de renforcement spécifique au niveau des quadriceps. Donc de manière générale, c'est pas à prendre de manière isolée. Et voilà. Mais c'est un petit peu ce qui me pousserait en tout cas dans certains cas à utiliser un high bar. Et voilà, et puis avec des athlètes plus jeunes, c'est vraiment une variante que je vais utiliser, peu importe qu'ils aient un facteur limitant, que ce soit plutôt le quadriceps, c'est juste pour développer en fait d'autres stratégies de mouvement, stratégies alternatives,
faut imaginer, un athlète est blessé, et il ne sait plus mettre la barre en low bar, question de mobilité de manière passagère ou quoi que ce soit comme problème, avoir d'autres variations pour utiliser en compétition, ça peut être également une très 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 bonne idée, je pense. Donc offrir plus d'opportunités de mouvement, c'est souvent pari gagnant. Voilà. J'espère que cet épisode un peu plus Q&A vous a plu, j'espère que ça a été assez intéressant pour vous, donc ça fait une petite heure que vous me suivez, j'espère que je n'ai pas été trop long. Comme je vous le laissais entendre, pour les prochains podcasts, il est très probable que nous ayons affaire à des invités. Je vous annoncerai ça en temps voulu. Mais en attendant, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit like, un petit commentaire si cela vous a plu. N'hésitez également pas à mettre vos petites critiques ou pistes d'amélioration pour celui-ci et j'essaierai de les prendre en considération. En attendant, portez-vous bien. J'espère vous revoir très vite dans le prochain épisode. Et merci encore et à très vite. En attendant, n'oubliez pas, get smart, stay strong.